Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Et ce soir, nous reviendrons sur la panne des réseaux, la grosse panne des réseaux, notamment Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. On parlera aussi de liberté d'expression avec les membres de l'association WeBash entre autres, et nous recevrons également notre doctorant en droit Raphaël Lapin qui est avocat. Ce sera après la coupure pub de 19h, donc pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous irons au commissariat de Pointe-à-Pitre où le syndicaliste Séverin Foul était auditionné pour répondre de violences perpétrées sur un interne du CHU. Puis nous irons au centre de déchets verts de Dorville, à Bémao, qui est en feu depuis plus d'une semaine maintenant. Et enfin, nous parlerons de la Ligue guadeloupéenne de football qui se prépare à la reprise tant bien que mal, notamment avec l'application du pass sanitaire. La déchetterie verte de Dorville, Bémao, est en feu depuis plus d'une semaine maintenant. Malgré plusieurs interventions des pompiers, l'incendie progresse en souterrain et repart à chaque fois de plus belle. Une combustion spontanée qui entraîne un désastre écologique selon l'association Rêve Guadeloupe. Et c'est sans compter les désagréments pour les habitants du quartier qui sont enfumés H24. Le reportage de Stanley Manicor. Nous sommes sur ce site depuis 9 jours et on combat un des types d'incendies les plus compliqués à combattre puisque c'est un incendie qui se développe essentiellement sous l'amas de déchets que nous sommes en train de combattre. Ça veut dire qu'il faut qu'on combine les moyens des sapeurs-pompiers et les tractopelles notamment de l'exploitant sur ce coup-là de façon à malaxer la terre, mouiller et éteindre l'incendie. On recourt également à ce que nous appelons faire la part du feu, c'est-à-dire qu'on essaie de creuser une espèce de barrière infranchissable entre la partie en feu et la partie qui risque de recevoir la propagation en creusant des tranchées. Pour nous, c'est un désastre écologique. Donc quand il y a désastre écologique, il y a des questions à poser et des réponses à avoir. Je ne suis pas technicien, mais ce que je peux vous dire, c'est que samedi après-midi, je me suis rendue ici alertée par un riverain et c'était impossible de respirer. Alors il y a des risques pour notre santé, bien entendu, pour la santé de nos enfants surtout. La santé de nos enfants, les miens sont en bas âge. Pour ma part, j'ai quitté la ville pour respirer un petit peu l'air frais. Je me retrouve à fumer depuis 8 jours, plus que j'ai fumé toute ma vie. Mais comme vous le comprenez, comme je le disais, c'est un incendie qui se développe essentiellement en souterrain. Donc il est très très compliqué de maîtriser son évolution et savoir où l'incendie va ressortir. Il nous est arrivé effectivement d'éteindre sur la semaine dernière, d'éteindre une partie de l'incendie et de le revoir repartir un peu plus loin parce qu'il a progressé en souterrain. Ce qu'on sait, c'est que sur ce type d'amas, on peut avoir ce qu'on appelle des combustions spontanées, c'est-à-dire que les matières organiques génèrent de la chaleur et cette chaleur-là embrase le tas. Donc la cause naturelle, très souvent ça arrive, mais sur ce coup-là, je ne peux pas m'avancer et dire que c'est naturel ou pas. Alors, nous avons une dizaine d'hommes tous les jours depuis 9 jours. Demain, ça fera 10 jours qu'on est sur le site. Et c'est vrai que ce dispositif, on est obligé de le maintenir tout en continuant à assurer le reste des missions, nos missions habituelles, puisque l'activité n'a pas diminué. Ça veut dire qu'il nous faut, nous, trouver des ressources pour systématiquement avoir les personnels sur place. C'est un travail qui non seulement mobilise du personnel, mais c'est un travail, vous allez pouvoir le voir, qui met à contrainte les organismes et qui fatigue de beaucoup nos personnels.
Visiblement plus déterminé que le gouvernement, le Parti socialiste se lance sur la voie de l'obligation vaccinale. Après avoir déposé un projet de loi visant à rendre la vaccination anti-Covid obligatoire, le sénateur Jomier surenchérit avec une proposition d'amendement afin de punir les réfractaires et les parents refusant d'injecter leurs enfants. À chaque refus, vous recevrez 135 € d'amende. Au bout de 3 récidives sur une période de 30 jours, vous aurez droit à une amende de 5e classe à 1500 €. C'est donc un article unique que les parlementaires proposent de modifier, à savoir l'article L3111-2 du Code de la santé publique pour ajouter la vaccination contre le SRAS-CoV-2 à la liste des 11 vaccins actuellement obligatoires en France. Ce mercredi, la Commission des affaires sociales examinera cette proposition de loi déposée le 31 août dernier par Patrick Caner et co-signé par des élus comme Victorin Lurel. Après son examen en commission, la proposition de loi devrait être discutée en séance publique le 13 octobre prochain. Pour une application d'ailleurs au 1er janvier 2022. Et on se rend maintenant au commissariat de Pointe-à-Pitre où un syndicaliste est placé en garde à vue pour violence perpétrée sur un interne du CHU. Si une vidéo montrant l'altercation a largement été diffusée sur les réseaux sociaux, l'UTS-UGTG fait état d'une toute autre version. Le reportage. Mon client est placé en garde à vue. Pour l'instant, ce qu'on lui reproche est ce qui est ce que tout le monde a vu sur la vidéo. Je ne peux pas dire la qualification puisque je tenais au secret de l'enquête policière, mais on sait ce qu'on lui reproche, que ça a été grandement rendu public par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un camarade qui est tout à fait conscient de son devoir syndical, qui est conscient de la lutte dans laquelle il est. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est sur un mode de renoncement, d'intimidation, et c'est vraiment ce qui est important, ce qu'il faut retenir. On peut aussi un peu être un peu surpris de la célérité de la procédure, compte tenu du fait que dans ce genre d'affaires, il y a les images qui sont de certaine évidence, et puis il y a aussi le contexte dans lequel on doit placer ces images-là, qui est un contexte de lutte engagé par le syndicat auquel appartient la personne qui est gardée à vue, et une lutte qui a commencé depuis le début du confinement, c'est-à-dire depuis la première vague, c'est-à-dire depuis mars 2020. Donc on peut être surpris qu'après autant de combats judiciaires, de combats sur le terrain menés par effectivement l'UGTG auquel appartient effectivement la personne qui est gardée à vue, on peut être surpris du fait qu'il y ait cette réponse judiciaire qui n'est pas une réponse de nature à amener la sérénité, qui n'est pas une réponse de dialogue social et qui n'est pas une réponse d'exercice des libertés publiques. Nous, militants syndicalistes, nous travaillons à la santé, nous avons l'habitude de connuire à niveau là. Il n'y a pas ça qui fait nous faire derrière. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas monter un scénario, un volontiers interne. On ne peut pas organiser poursuite à des camarades militants. On ne peut pas soutenir vous côté long, vous, docteur Blanchet, en répression policière, pour soi-disant, encore une fois, nous faire derrière. Non, franchement, à nous comprendre bien. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que quelqu'un est vacciné, si on ne veut pas. Vous comprenez que les malades qui soignent mieux. Vous comprenez que alors qu'ils n'ont pas les moyens. Vous comprenez effectivement que nous, syndicats, nous fait derrière. C'est vraiment, encore une fois, des décisions, des comportements qui sont totalement aberrants. Aujourd'hui, le débat de fond qui existe, c'est la question des conditions d'exercice des libertés publiques et des libertés syndicales dans un pays soumis, j'ai envie de dire entre guillemets, à la férule du droit sanitaire tel qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire un droit qui restreint les libertés, qui restreint la liberté d'aller et venir, qui restreint la liberté d'expression et qui restreint surtout une liberté dont il ne faut pas se départir, c'est la liberté d'opinion. On doit se faire une opinion par nous-mêmes et non pas par ce qu'on voudrait qu'on ait du point de vue de la société par rapport à celui du presse. Un reportage d'Olivier Félix. Et depuis le 10 septembre dernier, la vaccination est obligatoire pour les jeunes du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. Une manière d'éviter les mini-clusters au sein du centre et d'assurer une certaine cohésion d'équipe. Les gradés, eux, se réjouissent du rebond de la vaccination après la dernière vague et une communication choc entre morgue pleine et discours morbide. En tout cas, 25% des volontaires stagiaires ont été injectés. Regardez. Alors l'obligation vaccinale a été mise en place depuis le 10 septembre pour les jeunes qui rentrent au RSMA dans le cadre de la mise en place progressive de la vaccination. Parce que vous savez que la vaccination depuis cet été est obligatoire pour les militaires.
la manière dont ça se passe. Ils sont informés de cette obligation pendant le processus de recrutement par notre cellule de recrutement. Ensuite, pendant la visite médicale d'aptitude, ils ont un échange avec le médecin qui peut répondre à leurs questions. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, on leur propose à ce moment-là la vaccination lors de leur semaine d'incorporation ici, lors de leur première semaine. Effectivement, ça peut mettre un frein à nos inscriptions, parce que je comprends que des gens puissent hésiter face à la vaccination. Mais pour nous, c'est vraiment indispensable, parce qu'en fait, ça préserve notre capacité de formation. Ça évite, parce que vous savez qu'au RSMA, les gens sont en chambre collective. Avant que la vaccination soit mise en place, nous avons eu plusieurs cas, et notamment qui ont dû interrompre la formation des jeunes ou interrompre leur insertion ou le passage du permis de conduire. Et le fait que les jeunes soient vaccinés, ça nous permet d'éviter d'avoir de mini-clusters au sein du régiment. Les cadres sont vaccinés. Et ensuite, pour les jeunes, actuellement, on a un taux de 25%. Donc les jeunes qui sont présents au RSMA, pour qui ce n'est pas obligatoire, c'est juste les jeunes qui rentrent dans le SMA où ça devient obligatoire, mais ceux qui étaient déjà sur place, on ne les oblige pas. Là, on est à un taux de 25% de vaccinés pour les volontaires stagiaires, ceux qui sont en formation. Et pour les volontaires techniciens qui vivent une première expérience professionnelle en vue d'être insérés, qui vivent cette expérience au sein du SMA, on est à 40% de vaccination. Et ça progresse de jour en jour. On sent au sein du SMA que les cas qu'on a eus au sein du régiment cet été ont fait réfléchir des gens. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont changé d'avis depuis cet été. Et on part sur le front social avec cette mobilisation des agents de la Chambre des métiers et d'artisanat, un mouvement dans le cadre de la grève nationale pour la revalorisation de leur pouvoir d'achat. Mais pour le président de la CMA, Dominique Braflan, il s'agit plus d'un mouvement politique que syndical. On l'écoute au micro de Michel Depape. Ce matin, nous avons prévu de rencontrer les représentants syndicaux afin d'avoir une première rencontre suite à leur préavis de grève qui était motivé par le simple fait qu'ils ne pouvaient voir s'en aller les membres de la commission sans n'avoir rien à faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, il y a aussi dans le même temps un ordre de grève au niveau national pour la revalorisation du pouvoir d'achat. Et faute de ne pouvoir suivre comme tout le monde le fait, le mouvement national, ils se sont dit qu'ils vont démarrer un jour avant. Sinon, voilà, si vous voulez, les motivations de ce mouvement social. Sur la base maintenant de la rencontre que nous avions prévue aujourd'hui, en fait, ça ne s'est pas tenu, tout simplement parce que nous avions en face de nous des représentants du personnel qui souhaitaient la présence de les autres candidats, en fait des candidats à l'élection de la Chambre de métiers. En fait, tout clairement, on s'aperçoit que nous sommes devant un mouvement social qui, en réalité, tourne carrément, purement et simplement, à un mouvement politique. Et maintenant, je reçois Maître Isabelle Michel Gabriel, qui est aux côtés de Gemal Bonnet, psychologue du travail, avec qui nous allons parler effectivement de la rentrée économique et de l'accompagnement de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Luce. Avant d'en venir effectivement à ce webinaire que vous organisez donc jeudi sur le Facebook de la FTPE, on aimerait bien avoir un petit peu l'état d'esprit de nos chefs d'entreprise qui font face quand même à 18 mois de crise. Beaucoup ont été mis à l'arrêt, beaucoup ont eu des rebonds entre démarrage d'activité, fermeture d'activité, redémarrage d'activité, refermeture d'activité. Comment se porte-t-il concrètement ? Alors pour les chefs d'entreprise, la situation est compliquée. Depuis mars 2020, l'activité est en dents de scie, comme vous venez de le décrire, puisqu'ils sont soumis, comme la totalité de la population, à des évolutions sur le plan sanitaire, mais aussi sur les conséquences économiques que ça a pour leur entreprise, et les conséquences sociales, puisque derrière, il y a eux-mêmes, leur famille, leur patrimoine, mais aussi leurs salariés. Et voilà, on a besoin des entreprises pour financer la vie, acheter sa maison, faire les études des enfants, manger, s'équiper. Et donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors c'est vrai que l'accompagnement proposé par les dispositifs étatiques ont pu aider dans un premier temps, mais ce n'est qu'un sursis.
C'est-à-dire qu'on est un petit peu sur pause et pour autant le contexte économique continue à avancer, continue à évoluer et il y a des adaptations à mettre en œuvre pour se préparer à demain. Est-ce qu'on ne va pas vers beaucoup de cessation d'activité? Alors les cessations d'activité, elles sont régulières depuis longtemps en Guadeloupe et d'après effectivement les chiffres, on s'aperçoit que les aides mises en place ont ralenti les cessations d'activité. Mais lorsque les aides de l'État vont s'arrêter, qu'adviendra-t-il de ces entreprises? Comment est-ce qu'elles vont faire face à leurs défis, à leurs dettes? Comment est-ce qu'elles vont réaliser le remboursement des emprunts qui ont été contractés? Là, il y a de vraies questions qui se posent. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'anticiper toutes ces questions-là et de se préparer à la fin des aides et à la reprise de fonctionnement économique un peu normal. Est-ce qu'on aura droit à une reprise normale? Les entrepreneurs se posent la question. Alors, on imagine bien qu'à un moment donné, la crise sanitaire va s'arrêter et que la crise économique également. Mais dans quel délai, ça pour l'instant, on ne sait pas le dire. Donc ça, c'est vrai que ça a un effet sur le moral un peu de tout le monde, puisque du coup, ça demande de puiser dans les ressources personnelles, familiales. Impossibilité de se projeter sur le moyen long terme. Aujourd'hui, bien malin qui sait se projeter sur le long terme. On se projette plutôt sur du court terme, même du très court terme. Et donc, c'est vrai que lorsqu'il y a des indications sur l'organisation réglementaire du territoire, à savoir les périodes de déconfinement, mais là, ça permet aux entreprises de se projeter, aux chefs d'entreprise de savoir où ils souhaitent aller, puisque rien n'est pire pour un chef d'entreprise qu'une période d'incertitude. Et surtout très prolongée comme celle qu'on est en train de vivre, et on n'a toujours pas de sortie de tunnel programmée. Vous pensez qu'ils vont tenir bon psychologiquement, que tout le monde va... Alors, oui, disons qu'il y a une résilience naturelle dans la population, puisque les personnes s'appuient les unes sur les autres, les personnes s'appuient sur les membres de leur entourage proche pour trouver du soutien. Il y a des dispositifs qui sont mis en place aussi, comme des cellules d'écoute psychologique, qui sont utilisées aussi par certains chefs d'entreprise pour pouvoir parler à des personnes tiers dans un contexte de confidentialité, un peu de leur vécu et des conséquences personnelles, patrimoniales, au niveau de leur santé mentale, au niveau de leur vécu. Donc tout cela, ça fait partie des éléments qui aident, plus ce qu'ils mettent en place en termes d'hygiène de vie, en termes d'alimentation, de sommeil, d'activité physique. Tous ces éléments-là sont nécessaires pour aider à tenir. Et puis, il y a aussi ce qui peut être fait concrètement pour anticiper l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire repenser la façon dont l'entreprise est organisée pour l'adapter aux défis futurs, déjà aux défis immédiats et aux défis futurs. Alors, quel sera le programme finalement de ce webinaire de jeudi ? Alors, jeudi prochain, nous abordons effectivement la prestation conseil ressources humaines, qui est vraiment l'élément clé de l'organisation de l'entreprise, notamment dans des périodes de transformation contraintes telles que nous les vivons actuellement. Donc il s'agit pour l'entreprise d'anticiper et de s'adapter, de sécuriser le parcours de ses salariés, de travailler la question de sa pérennité, comment adapter son activité pour être là demain et se préparer à une forme de compétitivité. Alors il faut savoir que concrètement, c'est quoi le contenu de ce webinaire? C'est qu'on va expliquer comment, avec les financements de la DIT, ou l'ancienne DIECT, et les OPCO, comment les entreprises vont bénéficier de ce financement pour pouvoir mettre en place un état des lieux ressources humaines de leur organisation. Donc ça, c'est la partie diagnostic. Et puis la deuxième partie, la partie plan d'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont réellement mettre en œuvre ces transformations dans leur organisation. Ça peut être le télétravail, le travail à distance, ça peut être la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire comment on s'adapte, notamment lorsqu'on met en œuvre de la vente à distance. Voilà. Comment est-ce que concrètement on change des choses dans son organisation pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain.
Et donc, le chef d'entreprise a besoin d'un consultant extérieur pour l'aider à se poser les questions qui sont déjà chez lui, mais qu'il va pouvoir poser tranquillement et se mettre en mode stratégie et opérationnel pour savoir concrètement comment il le fait. Il y aura aussi un aspect juridique, on imagine, pour toutes ces transformations. Un aspect juridique, effectivement, qui ne fera pas l'objet d'un webinaire, puisque, en fait, on accompagne la FTPE sur l'accompagnement des entreprises, la négociation de plans d'appurement de dettes fiscales et sociales. Et effectivement, c'est un sujet qui est tout aussi important que l'accompagnement RH, dans la mesure où c'est le premier sujet qui préoccupe les entreprises, c'est faire face à leurs dettes fiscales et sociales. Et c'est un sujet qui est très important et qui est d'actualité, en tout cas jusqu'au 31 octobre, pour les demandes de fonds de solidarité du mois d'août, qui pourront se poursuivre sur le mois de septembre, puisque le gouvernement a annoncé qu'en Outre-mer, les fonds de solidarité se poursuivront après le 1er octobre. Mais ils n'ont toujours pas effacé les dettes sociales et fiscales, par contre. Alors non, et justement, ça fait partie du courrier qui avait été adressé par le ministre Sébastien Lecornu sur le sujet, puisqu'il a indiqué qu'il n'est pas question de ne pas faire preuve de civisme fiscal et social, et que les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales sont bien évidemment, comme au niveau national, pas éligibles au fonds de solidarité, d'où mon intervention auprès de la FTPE, qui a consisté à dire il faut soutenir les TPE. Ce sont les TPE qui sont les moins bien organisées d'un point de vue administratif, comptable, financier. Et elles ont besoin d'un soutien. Et plutôt que de venir leur faire le reproche de ne pas être à jour de leurs obligations fiscales et sociales, cherchons auprès des organisations qui les représentent un moyen de les alerter sur le fait qu'il y a des moyens de pouvoir être à jour, et il y a une possibilité de bénéficier du fonds de solidarité même si on n'est pas à jour, à condition d'avoir signé un plan d'appurement des dettes fiscales. Et donc voilà l'objet de l'accompagnement. Donc grosso modo, des moratoires, vous allez leur proposer des moratoires? Moi, je ne leur propose pas. Je les accompagne pour pouvoir aller négocier des moratoires avec l'administration fiscale. Et la question va être de savoir sur quelle durée ce moratoire, 12, 24 ou 36 mois, et sur quoi porte le moratoire, puisque la TVA, par exemple, ne peut pas faire l'objet d'un moratoire. La TVA est considérée comme un impôt indirect qui doit faire l'objet d'un paiement en dehors d'un cadre de moratoire. Donc ça, c'est le principe. Le moratoire, il porte effectivement sur les dettes fiscales nées pendant le Covid. Mais s'il y a des dettes fiscales qui sont antérieures et qui viennent s'ajouter au Covid, il faudra aussi en discuter dans le cadre d'un moratoire avec l'administration fiscale. Le moratoire, ce n'est pas nouveau. Les experts comptables demandent déjà pour leurs clients. Donc le tissu économique qu'on vise, c'est bien les TPE qui sont pas accompagnés ou mal accompagnés, parfois pas par des experts comptables, mais par des comptables qui n'ont pas la même responsabilité civile que les experts comptables, de façon à pouvoir leur ouvrir l'accès au fonds de solidarité, en espérant qu'au niveau gouvernemental, il y ait une rétroactivité sur les mois précédents et que les conditions soient assouplies sur les demandes de fonds de solidarité, notamment une des conditions qui est d'avoir bénéficié du fonds de solidarité en avril ou en mai. Vous voyez bien qu'une entreprise qui n'est pas à jour de ses dettes fiscales et sociales ou qui n'a pas signé de moratoire ne pourrait pas en bénéficier au mois d'août ou au mois de septembre, puisqu'elle n'avait pas été à jour en avril ou en mai. Donc l'idée, c'est d'essayer d'obtenir du gouvernement que cette condition soit supprimée. Donc on espère, dans les jours à venir, peut-être qu'un décret va régler cette problématique-là. Et surtout, on espère pouvoir obtenir des réponses de l'administration fiscale positives à ces demandes de moratoire. Donc ce n'est pas moi qui les accorde, mais on va les négocier en tout cas. Ah, je pensais qu'ils étaient un petit peu déjà négociés en fait. Ah ben, on attend d'avoir les TPE aussi. Surtout, il faut que les TPE réagissent. Il ne faut pas qu'on soit dans une situation de plainte continuelle, sans agir et sans se structurer pour pouvoir bénéficier des fonds de solidarité. Est-ce que ces chefs d'entreprise, qui souvent ne sont pas sur la paperasse, ont conscience de ça en ce moment? Mais en règle générale, quand on a une activité, par exemple, je sais pas moi, de pêcheur ou de couturière ou de coiffeuse, on n'est pas sur la paperasse. Et ça, c'est le vrai problème de toute entreprise, jeune entreprise, même vieille entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a des experts comptables pour accompagner les entreprises. C'est pour ça qu'il y a des avocats qui les accompagnent aussi, le cas échéant, parfois jusqu'à la procédure collective, donc jusqu'à la fin de vie de l'entreprise. Mais l'idée, c'est au travers de la FTPE de les sensibiliser sur la nécessité de se réveiller et de pas rester dans un marasme en fait économique, et de se dire il y a peut-être une solution, il faut que je passe la porte et il faut que j'aille négocier. Après, il n'y a pas de miracle non plus. Il arrive aussi qu'il y ait des entreprises qui ne soient pas à jour aussi tout simplement dans
leur déclaration fiscale. Et donc, comme elles n'ont pas déposé de déclaration fiscale, elles ne sont pas éligibles au fonds de solidarité parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires de référence pour l'administration fiscale pour pouvoir valider le fonds de solidarité. Donc, l'idée avec la FTPE, et de manière générale, l'idée de notre accompagnement, c'est d'expliquer que le tissu économique le plus important guadeloupéen, c'est le tissu économique des TPE. Donc, on est là pour les accompagner et on considère qu'il y a des solutions pour pouvoir aboutir à une sortie de crise qui ne serait pas si catastrophique que ça, même si on pressent quand même qu'il va y avoir des dégâts. Des dégâts très prochainement. On pressent qu'il y a déjà des dégâts et qu'il y en aura encore. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous accompagner, d'accompagner les TPE pour essayer de sortir de cette crise de la façon la plus simple possible, tout en ayant un accompagnement juridique, fiscal et comptable. Oui, l'enjeu pour le chef d'entreprise, c'est finalement de sortir d'une forme d'isolement. Parce que lorsque on parle de TPE, on parle de personnes qui sont seuls dirigeants dans l'entreprise, dans une entreprise de petite taille. Ils ne bénéficient pas des apports de tous les professionnels qu'aurait un cadre d'une grande entreprise. Donc il y a la solitude dans l'exercice de la fonction de dirigeant. Et donc l'idée là, c'est de bénéficier d'appuis extérieurs pour justement permettre de clarifier les enjeux et de mettre en œuvre les actions qui sont à faire. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, de développer aussi un sentiment de pouvoir d'agir. Parce que justement, dans la crise qu'on est en train de traverser, on a l'impression que voilà, il n'y a rien de possible, que tout est bouché. Ah, c'est ça, hein. Voilà, subit, hein. voilà, comme un peu no future. Alors qu'il ne s'agit pas nécessairement de ça. Il y a des chemins qui sont possibles. Et donc, du coup, c'est avec les échanges avec des partenaires extérieurs qu'on peut identifier ces chemins, qu'on peut, du coup, faire un choix de quel chemin emprunter et ensuite avancer avec l'appui nécessaire. Donc, l'idée, c'est de dire que la richesse économique de la Guadeloupe se construit avec les TPE. Donc on a besoin de les consolider pour qu'elles puissent traverser cette période-là qui n'est pas inéluctable et on va y arriver. Hein. Il n'y aura pas d'hécatombe ici en Guadeloupe. On va y arriver ensemble en tout cas. On l'espère. Ah non, je préfère être optimiste, mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'accompagnement vis-à-vis de ces personnes, il faut être on va vers une hécatombe. Il faut être pragmatique. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, et si surtout les TPE ne vont pas vers cet accompagnement et volontairement, il y aura nécessairement une situation catastrophique. On est d'accord. On va rappeler la date, l'heure et le Facebook justement du webinaire. Tout à fait, donc jeudi 7 octobre 2021 à 17h. Et donc sur le Facebook de la FTPE ou à l'adresse email pour les personnes qui veulent des informations, pcrh@acoa.fr. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, faites-vous accompagner, n'hésitez pas, par la FTPE, par notre cabinet ou tout simplement en poussant la porte de l'administration fiscale. Alors, il paraît qu'elle est fermée. C'est fermé. Mais c'est compliqué. Ils répondent quand même aux mails. Donc, je pense qu'il faut quand même insister, il ne faut pas lâcher votre entreprise. Continuez, battez-vous et faites-vous accompagner. Merci beaucoup en tout cas d'être venu justement nous présenter ces dispositifs qui sont accessibles pour la Fédération des très petites enfants. Ce webinaire qui est organisé par les fédérations des très petites entreprises de Guadeloupe et qui veulent conseiller justement ce tissu économique. Je crois que c'est plus de 90% quand même de nos entreprises qui sont de très petite taille. Donc elles sont à protéger surtout en ces heures de crise. Donc le rendez-vous c'est ce jeudi. L'heure encore une fois 17h. 17h et ça se passe sur le Facebook de la FTPE, donc la Fédération des très petites entreprises. Merci encore. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. Bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité. Nous reviendrons bien évidemment sur la grosse panne des réseaux, notamment Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. On reviendra plus en détail sur ce qui s'est produit, mais on parlera aussi de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Vous l'avez entendu, le président de la République a créé une commission qui visera justement à étudier un peu les comportements sur ces réseaux et minimiser l'impact du complotisme entre guillemets
guillemets. On va en parler avec nos invités après la coupure pub de 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Lauralie Gervelas, à Claudie Giraud-Girard, à Annie Curier, à Silly Mathilde, à Odile Zingilet, à Alain Haine, à Justin Antoine, à Johanna Bon. Bonsoir à Margot Gaët, bonsoir à Mahat Trinity, à Marie-Annick Louise, bonsoir à Marius Labissi, à Louisette Marcy-Brand, bonsoir à Elan Eden, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à qui d'autre, à Maud Petitpas, à Madame Radici et Kwaku Masoto. On se retrouve après la pub.